de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, le sommaire de ce journal. Le Royaume-Uni bientôt économiquement plus actif en Afrique. Le sommet Royaume-Uni-Afrique s'est ouvert hier à Londres, rencontrant en présence de 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. Au programme, plusieurs panels. Que fait la Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le travail des enfants? La première dame, Dominique Ouattara, a échangé hier à Londres avec Jennifer Towson, la responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Enfin, en Côte d'Ivoire, l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro, poursuivi pour recel, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Le tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'est donc ouvert hier à Londres. 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, participent aux travaux. La Côte d'Ivoire qui est représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. Premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, marqué par plusieurs allocutions et séries de panels. Les précisions de Habiba Dambélé-Saoui. 20 pays participent au sommet Royaume-Uni-Afrique pour l'investissement à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson, qui veut intensifier les relations avec le continent grâce à de nouveaux partenariats profitables aux deux parties. Ce sommet, le premier du genre, intervient dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À partir du 31 janvier de cette année, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'ils vont devoir revoir leur stratégie de coopération avec l'ensemble des pays africains, avec même le monde dans son ensemble. Aujourd'hui, toutes leurs relations sont guidées par les traités qui ont été signés avec l'Union européenne. Donc sortant de là, cela veut dire qu'ils vont devoir ouvrir leurs horizons et regarder un petit peu plus en direction des différents pays. Ce qui veut dire une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire, et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer nos relations avec le Royaume-Uni dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ils interviennent beaucoup dans le secteur des mines, donc avec beaucoup d'entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Ils interviennent dans le secteur de l'énergie, mais nous pensons qu'il est possible de faire beaucoup plus. Le président a abordé la question de la transformation locale des matières premières, notamment dans le cacao. Donc il y a tous ces éléments qui vont faire l'objet de discussions au cours des mois à venir. Donc cela pourra être formalisé notamment dans l'accord bilatéral qui pourra être signé entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni veut booster la coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent africain. Le Premier ministre Boris Johnson a vanté l'expertise de son pays en matière économique, de nouvelles technologies et dans l'enseignement supérieur et rassuré sur les bénéfices mutuels pour les différents États. Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier, c'est-à-dire ce mois-ci. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a félicité le Royaume-Uni pour cette initiative qui devrait offrir de nouvelles opportunités d'investissement dans les pays africains dans tous les domaines. Le président Alassane Ouattara a vendu son pays, la Côte d'Ivoire, qui entretient déjà des relations privilégiées avec le Royaume-Uni. Il a présenté les projets réalisés, le fruit d'une gestion rigoureuse des finances publiques. La Côte d'Ivoire qui a amorcé et accéléré la transformation de son économie. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants au cours des 8 dernières années et cela va continuer cette année, dans les années à venir. Et en réalité, il fallait mettre l'accent sur l'investissement privé. C'est ce que nous avons fait. Dans nos programmes d'investissement depuis 2012, nous avons réussi à faire en sorte que 60% des investissements soient faits par le secteur privé. Et donc les flux, bien sûr, d'investissement direct ont été très importants. Et ceci n'est pas chose facile parce que nous avons hérité d'un pays qui sortait d'une crise post-électorale, mais nous avons travaillé à remettre les choses sur pied.
Et ceci demandait d'abord, bien sûr, qu'on essaie d'améliorer la sécurité. Maintenant, c'est chose faite. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres, et nous en sommes très fiers. Et il fallait également amener la paix. Nous l'avons fait via la réconciliation des Ivoiriens. Et bien évidemment, la chose la plus importante pour le secteur privé, l'investissement privé, c'était d'améliorer le climat des affaires. Et moi, je suis heureux de dire que quand on prend les indices de la Banque mondiale, le World Doing Business, nous avons près de 50 points d'amélioration. Depuis 6 ans, nous sommes le pays qui a la meilleure performance. Et tout ceci a amené donc ce pays à faire une croissance extraordinaire de 8% par an en moyenne depuis 2012. Et il y a des années où nous avons atteint 10%. Il y a certaines années où nous avons fait 7%, mais jamais moins de 7%. Et ce qui veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, en 9 ans, nous aurons doublé le produit intérieur brut. Et nous aurons donc augmenté de plus de 50% le revenu par tête d'habitant. Ce qui se traduit par une réduction drastique du taux de pauvreté, qui était plus de 50%, qui est maintenant aux alentours de 35%. Et nous continuerons dans cette voie. Et en réalité, il fallait choisir les secteurs les plus porteurs. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, ce qui fait que la deuxième phase de notre stratégie, c'est la transformation de ces produits agricoles. Quand on investit donc dans le secteur rural, on réduit la pauvreté dans le secteur agricole. J'ajoute que le taux d'inflation pendant cette période a été moins de 2% par an. Et le ratio de la dette sur le PIB aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 48%, ce qui est quand même un taux pas négligeable, très intéressant par rapport à tous les pays du monde. Et nous continuerons dans cette voie parce que nous avons une équipe gouvernementale solide, nous avons remis les Ivoiriens au travail et nous sommes confiants que la paix, la sécurité permettront de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes des relations entre ce royaume et les pays africains qui se voient proposer de nouvelles opportunités d'affaires pour une prospérité partagée. Premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement ouvert hier à Londres en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui a été reçu par le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, rappelant que les investissements du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire sont axés sur les mines et l'énergie. La première dame de Côte d'Ivoire est également au Royaume-Uni et en marge du sommet sur l'investissement, Dominique Ouattara a eu une séance de travail hier avec Jennifer Townsend, la responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les actions de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, le bureau de l'Assemblée nationale a levé hier l'immunité de 6 députés, dont l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro. Ils sont accusés d'atteinte à l'autorité de l'État. Arrêté numéro 001-2020, ANB, portant levée de l'immunité parlementaire des députés Camara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyima, Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Gibafouri Guillaume et Yao Soumaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la requête d'élevée d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire HDP en date du 14 janvier 2020, après en avoir délibéré, ainsi que l'indique le procès verbal de la réunion, les différents membres du bureau entendus arrêtent. Article 1er. La requête du groupe parlementaire RHDP demandant la levée de l'immunité parlementaire des députés Camara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyime Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou,
Soro Kibafori Diom et Yao Soumaïla est recevable. Article 2. L'immunité parlementaire des députés ci-dessus cités en article 1er est levée suite à un vote au scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 20 janvier 2020, le président Soumaoro Amadou. Voilà des précisions du député Kofi Kra Paulin. Toujours au chapitre justice, la Cour de cassation se dit favorable à des actes d'instruction dans la procédure initiée contre l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro, pour fait de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les explications de Herman Guivet. Palais de justice d'Abidjan. Salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro Kibafori Diom en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soro Kibafori Diom des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. Mans dans la région ouest du pays, une fosse commune contenant des ossements humains découverte le 13 janvier dernier. L'enquête qui avait été ouverte connaît aujourd'hui quelques avancées, avec notamment la découverte d'une carte nationale d'identité. On en parle avec Ève Boué. La procureure de la République, près le tribunal des premières instances de Mans, Kontana Fissiatou, apporte de nouveaux éléments sur l'affaire de la fosse commune découverte à Mans le 13 janvier 2020. L'enquête qui a été immédiatement ouverte a connu des avancées avec la découverte sur ces ossements d'une carte nationale d'identité ivoirienne au nom de Touré Moussa, fils de Touré Mevanli et de Massé Chérif, mécanicien domicilié à Mans au quartier Air France. Munis de cette information, nous retrouvons effectivement la famille de Touré Moussa au quartier Air France de Mans. La mère, Massé Chérif, est décédée il y a quelques années sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Quant au père Touré Mevanli, il nous relate les circonstances de la disparition de son fils en novembre 2002. C'était en pleine crise au moment de la reconquête de la ville de Mans par l'armée régulière. Il y avait eu d'intenses combats.
M. Touré Mevanli, alors de retour d'un voyage, n'a pas trouvé à la maison son fils Touré Moussa, communément appelé Bamoussa. Il était mécanicien et avait une boutique de pièces de voiture. J'ai trouvé seulement que les deux femmes qui sont là, avec les plus petits enfants. Je dis, mais où ils sont les garçons, les garçons groupes là, où ils sont? Les grands garçons là, où ils sont? Ils m'ont dit que, tous ils sont courus maintenant, aller au chien. Je suis content. C'est Bamoussa qui était dans la boutique. Selon des témoins, des personnes seraient venues le chercher dans sa boutique et il les aurait suivis. Sans nouvelles de son fils depuis novembre 2002, Touré Mevanli s'est dit qu'il est mort, mais il se nourrit d'espoir. J'ai demandé, il y a d'autres qui... L'autre m'a dit qu'il y a des enfants qui sont à Boaké, il y a d'autres qui sont sortis. C'est après maintenant, il y en a qui m'a dit que bon, il y a beaucoup qui sont partis en Europe. Moi, j'ai dit, peut-être Bamoussa est parmi ça. Un espoir brisé depuis le 13 janvier dernier avec la découverte de la carte nationale d'identité de son fils dans une fosse commune. On m'a dit hier que ça, Bamoussa, son carte d'identité était vide, la chose là, parmi la chose comme ça. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire. C'est Dieu qui a fait tout. Bon, je ne peux pas parler autrement. L'enfant était avec moi, l'enfant est quitté avec moi. Cette découverte va sûrement aider la famille Touré Mevanli à faire le deuil de leur fils. Pour l'heure, l'enquête préliminaire sur cette affaire de fosse commune suit son cours. Tout laisse à croire que les restes mortuaires découverts pourraient être des victimes des événements de novembre 2002. Toutefois, une information judiciaire sera ouverte pour identifier ces personnes et déterminer les circonstances exactes de leur décès. Pour rappel, ce sont 20 corps enfouis dans une fosse commune qui ont été découverts le 13 janvier dernier pendant l'exécution des travaux de bitumage de l'Axe, préfecture de Mans, bataillon de sécurisation de l'Ouest. Dans l'actualité nationale également, cette activité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a visité il y a quelques jours les services phytosanitaires du port autonome d'Abidjan. Objectif, comprendre les difficultés et défis que vivent ces différents services du PAA. Le point avec Mamadou Kwasi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans les entrepôts du port autonome d'Abidjan. Kobena Kwasi Adjoumani hier pour comprendre le fonctionnement du service de contrôle phytosanitaire du port autonome d'Abidjan. Il veut aussi se faire une idée des difficultés confrontées par ses agents au quotidien. Cette structure relevant de son ministère est le seul arbitre des produits agricoles admis à l'exportation et à l'importation au niveau du port. Garantit l'image de marque de tous nos produits qui sortent de notre pays. Donc dans le cas du café cacao, la mission que le ministère nous a confiée, c'est de s'assurer que lorsque le cacao arrive à l'extérieur, il n'y a pas d'insectes à l'intérieur du cacao dans les pays de destination. C'est ce qui garantit l'état phytosanitaire pour éviter que la Côte d'Ivoire soit mise sur embargo sur certaines destinations. Du guichet unique du café cacao au quai 17 en passant par les laboratoires et le quai fruitier, le ministre a visité et échangé avec les différents acteurs afin de toucher du doigt les réalités quotidiennes de ses agents. Par endroits, il s'est lui-même transformé en agent de contrôle. Cette visite a été un cadre d'échange avec les agents de cette structure, occasion choisie par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani pour répondre aux préoccupations des agents, dont l'informatisation du circuit de suivi du contrôle phytosanitaire. Nous allons veiller à ce que les services disposent au moins d'un minimum pour pouvoir travailler et pour pouvoir se mettre au service donc, des consommateurs ivoiriens. La plupart des produits à l'importation que nous consommons transitent d'abord par le port. Mais bien avant d'être mis sur le marché, ces produits font l'objet d'une inspection phytosanitaire et nous partons satisfaits. Satisfaits de savoir que le consommateur ivoirien peut compter sur nous quant à la qualité du produit qu'il consomme. Le service d'inspection phytosanitaire du port autonome d'Abidjan est un démembrement de la direction de la protection des végétaux et du contrôle de la qualité. Comme le port, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué dispose également du même service.
Direction le ministère de la fonction publique où 476 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés. C'est bien sûr une reconnaissance de leur travail bien fait. Pour en parler, Grace Kando. 476 fonctionnaires et agents de l'État au titre de l'année 2018 ont vu leurs efforts reconnus. Parmi eux, 97 personnalités faites commandeurs, 145 élevés au grade d'officier et 234 au rang de chevalier. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. La décoration va être un motif d'encouragement. Seul le travail paye. Et souvent, on a l'impression qu'on ne nous voit pas. Mais travaillons, faisons bien ce que nous avons à faire, parce que c'est chacun à son niveau qui va faire émerger ce pays. J'accueille cette distinction avec joie. Et cela montre que mon travail est vraiment reconnu. Je dis merci d'abord à Dieu, à mes patrons qui ont eu vraiment confiance en moi et à ma famille. C'est un sentiment de satisfaction, mais avant toute chose, je voudrais rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant Miséricordieux qui a permis cette cérémonie. Ensuite, à toute la hiérarchie, sans oublier ma famille qui m'a soutenu. Je remercie le président de la République pour cette distinction. Nous allons faire fort de, en tout cas, soulager toutes les populations qui sont victimes d'atteintes à leurs droits. Et je suis vraiment émue et je prends donc l'engagement ici, devant toute la nation de Côte d'Ivoire, que je vais donc continuer à servir mon pays dans le même élan avec toutes les valeurs qui sont impliquées. Cette célébration vise à promouvoir l'excellence et le mérite dans l'administration publique ivoirienne. Si la reconnaissance du mérite est un principe multiséculaire de l'humanité, elle s'inscrit aujourd'hui en lettres d'or dans les grands principes du management qui en font le levier de la motivation, le catalyseur de la disponibilité, de la performance de l'agent public. Ces 476 fonctionnaires et agents de l'État décorés ont été sélectionnés, entre autres, sur la base de leur état de service, des qualités humaines et professionnelles et de la bonne observation des valeurs déontologiques et éthiques dont ils ont fait montre dans leur cursus professionnel. Dans l'actualité nationale également, ces échanges entre le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les acteurs de la presse, rencontre très conviviale. Le ministre Sidi Touré a échangé et encouragé ses collaborateurs à maintenir leurs efforts pour 2020. C'est un reportage de Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, rend un vibrant hommage à son personnel et aux acteurs du secteur en ce début d'année 2020. Les organisations de médias et les structures sous tutelle témoignent leur reconnaissance à l'État pour les actions déjà entreprises en faveur de la presse. Ils réitèrent leur plaidoyer pour l'émergence des médias en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'un soutien conséquent de l'État à travers des subventions directes est l'une de ces solutions. Nous demandons au gouvernement ivoirien d'allouer à la presse 0,1%, la presse dans son entièreté, 0,1% du budget annuel. Le Fonds de soutien et de développement de la presse, pour sa part, voudrait solliciter votre appui en vue de la prise du décret élargissant le périmètre d'intervention du FSDP. Toutes nos ambitions et projets professionnels seraient vains sans votre implication personnelle. Le ministre Sidi Timoko Touré rassure les acteurs des médias et se dit satisfait des actions du gouvernement pour la redynamisation de la presse durant l'année écoulée. L'année 2019 a été une année féconde en réalisation dont nous pouvons être tous fiers. Le montant global des interventions du FSDP s'est élevé à 1,025 983 504 francs CFA contre 778 millions de francs CFA en 2018. J'ai écouté par ailleurs avec beaucoup d'intérêt vos différentes interventions. Soyez assurés que vos doléances ont été bien entendues et retenues. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité du ministère de la Communication et des Médias, action initiée pour la réalisation d'un idéal, un secteur des médias plus performant et ambitieux.
Serge Koléa du groupe RTI, désigné meilleur journaliste ivoirien de l'année 2019. Il a reçu le 18 janvier dernier le prix Super Ebony lors de la 21e édition de la Nuit de la Communication. C'était à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. On en parle avec Franck Quadio. Il s'agit de Serge Koléa, RTI. Serge Mot de remerciement, mais aussi une fierté grandement ressentie. Et cela a raison, car la Maison Bleue pour cette soirée a opéré une véritable razzia. Prix du meilleur présentateur du journal télévisé, Hamza Diaby, RTI 1. La lutte contre le travail des enfants a été décernée à Goré Eric, RTI 1. Et rédaction RTI 1, prix spécial de la première dame contre le travail des enfants. Adama Bakayoko, Radio Côte d'Ivoire, prix spécial de la lutte contre l'immigration clandestine. Sita Yorofolo Soro, Radio Côte d'Ivoire, Ebony Radio, et prix Joseph Diomandé du meilleur reportage à Mississoko, RTI 1, prix spécial Sifka du meilleur journaliste en agro-industrie, et le prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Hamza Diaby, RTI 1, meilleur présentateur télé. Ils sont en tout 6, 4 de la télévision et 2 de la radio, à être sacrés sous le regard fier de leur directeur général Fousseni Dambélé. Ils auront donc tout obtenu seuls, les prix Nadir Yes en économie, les prix de la presse en ligne, la meilleure production sportive et la promotion des transports leur auront échappé. Les grands genres, par exemple, l'enquête, l'interview et le reportage ont aussi été raflés par la RTI qui avait, notons-le, une dizaine de journalistes en compétition. 2019, une bonne moisson donc, la compétition s'avère alléchante pour 2020 avec l'arrivée dans l'espace audiovisuel de nouveaux concurrents. Plusieurs hommages et témoignages après le décès le 19 janvier dernier de la chanteuse traditionnelle baoulée à La Thérèse, à l'hôpital de Djekanou, dans la région centre du pays. Les populations de Toumoudi, sa ville natale, se disent reconnaissantes pour ce que La Thérèse a donné à la culture ivoirienne. Elles sont au micro de Soro Corona de RTI Bouaké. Cette voix suave s'est éteinte à jamais. La Thérèse est décédée à l'hôpital de Djekanou des suites d'une courte maladie. Pendant longtemps, la chanteuse tradimoderne a formé un duo avec son défunt époux Ngouran Laloua, qui l'accompagnait à l'accordéon. La voix d'Ala Thérèse et les images du duo sont encore vivaces dans les esprits. Samedi, elle a commencé par dire qu'elle avait mal à la hanche et la douleur remontait dans le cou et à sa mâchoire aussi qui devenait raide. Et comme le mal persistait, ses enfants ont décidé comme ça de l'envoyer chez son docteur qui est à Djekanou pour qu'il puisse la suivre. C'est ainsi que dans la nuit du dimanche au lundi qu'on m'a annoncé la nouvelle que maman Ala Thérèse est partie. Née en 1936, Ala Thérèse a entamé sa carrière musicale en 1956 avec l'album Aoumo Nseli. Ala Thérèse s'en est allée après une riche carrière de 64 ans, sanctionnée par une dizaine d'albums, dont le dernier est Beyoulike Menyansou Moye, enregistré en 2018. Ça là, c'est fini. Les deux sont partis. On a fait comment? Là, on est resté comme ça. Si ce n'est pas les morceaux qu'on a fait, peut-être c'est à la radio qu'on va écouter, c'est tout. Accordéon, là, nous, on ne connaît pas. Si on connaît ça, là, on peut essayer à jouer un peu. Mais nous, on ne connaît pas à jouer accordéon. On n'a pas pris. En décembre dernier, Ala Thérèse a vu ses mérites récompensés par le président de la République Alassane Ouattara. Une maison et une voiture de type 4x4 ont été offertes à la chanteuse. Oui, le mercredi, nous étions dans ces mêmes lieux. Voilà. La vieille était venue pour une cérémonie de présentation du nouveau cadeau qu'elle a reçu, c'est-à-dire le véhicule.
Voilà, elle est venue présenter le véhicule à la famille. La vieille, quand elle vient au quartier ici, elle fait l'effort de nous voir, pour nous saluer. Et vraiment, elle nous donne toujours espoir en chantant un peu. Quand on la voit, vraiment, c'est pas. Conclusion, elle est bien. Ala Thérèse faisait partie des artistes préférés du premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. À cet effet, elle a pris part à plusieurs grands événements tels que les sommets ou les visites d'autres chefs d'État en Côte d'Ivoire. Ala Thérèse rejoint ainsi son mari décédé le 20 mai 2018 dans l'au-delà. Cependant, un artiste ne meurt jamais. À noter que le magazine Ça fait l'actualité va revenir sur le riche parcours de la chanteuse traditionnelle baoulée Ala Thérèse, décédée le 19 janvier dernier à Djekanou, dans la région centre du pays. Ça fait l'actualité sera diffusé aujourd'hui à 16h15 sur RTI 1. Enfin, aux États-Unis, début aujourd'hui des audiences dans le cadre du procès en destitution du président Donald Trump. Ses avocats appellent le Sénat à l'acquitter immédiatement. Ils soulignent des chefs d'accusation inconsistants qui ne comportent aucun crime et violation de la loi. Excellent mardi à tous. Merci de nous avoir suivis.